Bonjour à tous, il est 6 heures et c'est l'heure du début de ce web rendez-vous dédié à la RE 2020. Nous sommes prévus assez nombreux ce soir, nous attendons encore quelques personnes, mais je vous propose qu'on commence quand même tout doucement en attendant que le reste des personnes euh, se connectent. Donc, l'intitulé de ce webinaire, c'est RE 2020 maison individuelle, quel est le retour d'expérience 8 mois après la mise en application? Il s'agit d'un rendez-vous spécialement dédié aux entreprises de travaux. Au programme ce soir, nous avons d'abord un rappel des principales nouveautés de la RE 2020. On fait un retour sur les modifications de pratiques les plus importantes qui ont été induites par cette nouvelle réglementation, et aussi quels sont les principaux points d'alerte pour les clients et les entreprises, et également quel est l'impact sur le coût de travaux. Comme vous avez pu le voir dans le programme, nous avions prévu d'avoir une entreprise témoin avec nous ce soir. Malheureusement, cette entreprise a eu un contretemps ce soir, donc nous n'avons pas eu le temps de prévoir notre intervenant. Mais le côté positif, c'est que vous avez la possibilité, dans les délais impartis, de poser un peu plus de questions. Le déroulé du programme ce soir, c'est une petite introduction de ma part pour situer le contexte à la fois réglementaire, mais aussi de l'organisation de cet événement. Ensuite, une intervention du bureau d'études Néo-Énergie, c'est la partie principale de ce web rendez-vous. Et puis, on a une partie consacrée à vos questions et les réponses apportées par Émilie Lachaud de Néo-Énergie. Donc, tout d'abord, je m'appelle Lina Bourgeois. Je travaille au pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, qui est un centre de ressources ou le centre de ressources régional dédié à l'efficacité énergétique et à la qualité environnementale du bâtiment. Nous animons des formations, des moments de sensibilisation comme ce soir, ou encore des formations, le tout dédié aux professionnels du bâtiment, que ce soit des architectes, des entreprises ou des maîtres d'ouvrage. Ce soir, on organise le rendez-vous en partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, et je vais donner la parole à David Ritten pour nous présenter la CMA. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Lina pour le passage de parole. Donc oui, effectivement, nous, la Chambre de métier, nous accompagnons aussi les entreprises donc artisanales cette fois-ci, donc en dessous de 10 salariés, sur toutes les thématiques du développement durable que sont les déchets, l'énergie, la sensibilisation également sur la réparation, sur les déchets alimentaires. Enfin, voilà, on est assez actif sur le sujet, donc avec des compétences variables sur l'ensemble des territoires de la Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour ce web rendez-vous, comme le dit Lina, sur la RE 2020. Merci David pour cette présentation. On va continuer. Donc, avant de se lancer dans le vif du sujet, quelques informations pratiques. Comme j'ai écrit dans le chat, vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation par le chat. On prendra un temps à la fin de la présentation d'Émilie Lachaud d'y répondre. Et pour aussi clarifier, le support de présentation et l'enregistrement de cet événement seront disponibles après sur les sites du pôle énergie et de la Chambre des métiers. On va attaquer le sujet de ce soir. Donc, qu'est-ce que c'est la RE 2020? Je pense que vous le savez tous maintenant. C'est la nouvelle réglementation qui a remplacé la RT 2012 pour la construction des logements, des bureaux et des bâtiments d'enseignement pour l'instant. Les autres types de bâtiments, ça reste encore à venir. Donc, les logements, c'est depuis le 1er janvier 2022. Et les bureaux, bâtiments d'enseignement, c'est depuis le 1er juillet 2022. Mais pour encore clarifier, ce soir, on ne parlera que de maisons individuelles, donc qu'une partie des bâtiments qui sont soumis à cette nouvelle réglementation. On va revenir quelques instants sur le pourquoi de cette réglementation qui peut paraître, comme toute nouveauté, contraignante, difficile, etc. Mais là, ce qui se cache derrière, c'est vraiment pour trouver une façon de construire pour limiter l'impact
et moins contribuer au changement climatique. La construction, ça ne sera jamais neutre, mais il y a des façons de construire pour éviter d'émettre autant de CO2. Et comme vous pouvez voir sur cette carte de notre région, depuis les années 90, le nombre de jours supérieur à 25 degrés et le nombre a vraiment augmenté, en même temps que le nombre de jours de gel dans notre région, qui pourtant, en tout cas pour certaines parties, vraiment des secteurs à gel, a diminué. Et ce sont des faits, et vous avez tous senti, je pense, cet été aussi, les effets du changement climatique. Donc, la raison d'être de cette RE 2020, c'est d'adapter le secteur de construction à ce contexte. La France a s'engagé, dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, à atteindre la neutralité carbone en 2050. Et pour cela, c'est vraiment indispensable que le secteur du bâtiment fasse des efforts. Pourquoi? Tout simplement parce que le bâtiment représente 46% des consommations énergétiques au niveau national et presque 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça va de soi que ce secteur, qui est un gros contributeur, doit agir. Donc, on agit de plein de façons différentes. Un levier, c'est toutes les constructions neuves, d'appliquer la RE 2020. Donc, les grands objectifs de cette nouvelle réglementation, c'est de donner la priorité à la sobriété énergétique. Sobriété, c'est un mot que vous avez entendu beaucoup par les hommes politiques récemment, mais ce n'est pas un nouveau mot. La sobriété énergétique, elle existe déjà depuis longtemps dans la conception énergétique, et la décarbonation de l'énergie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit d'abord concevoir un bâtiment qui consomme peu d'énergie, et l'énergie qu'on va utiliser, ça doit être une énergie qui émet peu de carbone. La nouveauté aussi, c'est qu'on doit considérer l'impact carbone pas seulement de l'énergie, mais aussi de la construction des bâtiments, c'est-à-dire les composants de la construction, et aussi garantir la fraîcheur en cas de forte chaleur. Et on va en revenir un peu plus dans les détails après. Donc, par les grands objectifs, j'ai aussi déjà annoncé les principales nouveautés, c'est-à-dire qu'il y a des seuils carbone à la fois pour les consommations énergétiques et à la fois pour les composants du bâtiment, des seuils carbone à respecter. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. La conception bioclimatique, c'est moins une nouveauté, mais c'est vraiment une exigence qui a été vraiment accentuée, et c'est cette exigence qui fait que vous devez désormais mettre un peu plus d'isolant dans les bâtiments. Le confort d'été est vraiment essentiel, vous l'avez tous senti cet été. Et finalement, ce qui a beaucoup d'impact pour certains corps de métier, c'est cette nouvelle obligation d'une vérification du bon fonctionnement de la ventilation à la fin des travaux. Je vais arrêter à ces généralités et je vais passer la parole à Émilie Lachaud, qui est gérante de Néo Énergie, qui est thermicienne et qui sait parfaitement expliquer cette nouvelle réglementation. Je te laisse la parole. Merci Lina. Je vais peut-être partager du coup. Oui, je vais arrêter le partage Ouais. déjà. Voilà. C'est bon. Voilà. On va tes slides. C'est bon? Ok. Oui. Donc, bonjour à tous. Émilie Lachaud, bureau d'études Néo Énergie. Je suis basée à la gare TGV du Creusot-Montchanin et je travaille aujourd'hui avec la profession de constructeur, promoteur, architecte, maître d'œuvre sur l'application de cette RE 2020 et en particulier sur la maison individuelle. Il nous arrive toutefois de traiter du collectif et du tertiaire, mais le gros de l'activité se porte sur l'habitat et la maison individuelle. Alors, pour rappel, sur les objectifs de cette réglementation, effectivement, c'est de donner de la sobriété énergétique, c'est-à-dire que depuis des années, on a fait le focus sur la consommation des bâtiments, ce fameux CEP. Rappelez-vous, avec la RT 2012, on avait eu l'ambition de porter une consommation divisée par 4 par rapport à la RT 2005. Donc, on continue sur la RE 2020 d'ambitionner un CEP, une consommation basse, mais associée
a une vraie volonté de décarbonisation de l'énergie. C'est-à-dire que dans la méthodologie de calcul, on va énormément pénaliser les énergies fossiles, voire les rendre pratiquement impossibles sur le bâtiment maison individuelle. Autant sur le collectif, on a encore possibilité d'utiliser l'énergie fossile, mais c'est pratiquement impossible en maison individuelle. Deuxième objectif de cette RE, c'est effectivement l'impact carbone. On va faire pour la première fois un calcul d'empreinte carbone sur l'analyse de cycle de vie sur une période de 50 ans de cette maison. À partir du moment, effectivement, je vais extraire les matières premières utiles à sa conception jusqu'à la phase destruction du bâtiment. Troisième objectif, garantir la fraîcheur en cas de forte chaleur. Les pouvoirs publics ont effectivement pris conscience qu'on avait créé de l'inconfort dans ces bâtiments neufs. Donc, on va instaurer un nouvel indicateur, le DH, qui va pouvoir quantifier le nombre d'heures où j'ai plus de 26 degrés à l'intérieur de mon bâtiment. Alors, 3 objectifs, 3 thématiques. Comment elles s'organisent ces indicateurs? Première thématique, on a dit énergie. Elle sera associée à 3 indicateurs. BBio, besoin bioclimatique. Je m'intéresse à la conception de ce bâtiment, à son pouvoir isolant, l'étanchéité à l'air, les débits de ventilation, sa compacité. Je vais calculer un nombre de points qui va être en fonction des besoins de chaud, besoins de froid et besoins d'éclairage du bâtiment. CEP, c'est toujours nos kilowatts par mètre carré par an d'énergie. Donc, c'est ce qu'on retrouve souvent sur les étiquettes des diagnostics de performance énergétique. Et puis, on a un petit nouveau sous cette RE 2020, c'est le CEP non renouvelable, parce que vous verrez qu'il y a une grosse ambition sur le BBio avec la RE 2020. On a souhaité que nos bâtiments soient conformes de 30 à 40% de mieux que l'était la RT 2012 sur le coefficient de bâti. Ça veut dire que tout simplement, si on n'avait pas mis de coefficient CEP non renouvelable, eh bien, on aurait pu revoir venir en masse l'effet Joule comme système de chauffage de la maison individuelle française. Le CEP non renouvelable est là pour comptabiliser les kilowatts d'énergie utilisés par le bâtiment qui ne sont pas issus d'énergie renouvelable. Donc, de cette façon, on va être sûr qu'on contribue, en tous les cas par le chauffage, le chaud et la ventilation, à utiliser des énergies autres finalement que l'effet Joule direct. Deuxième objectif, on a dit, c'est diminuer l'empreinte carbone de ces bâtiments. Pour ça, 2 indicateurs. IC Construction, je vais m'intéresser uniquement à l'impact carbone des composants du bâtiment, c'est-à-dire des fondations au mètre carré de tuiles, de réseaux électriques, des portes intérieures, des peintures, des revêtements de sol. Et l'ensemble de ces composants ne devront pas dépasser une émission maximum autorisée. Et puis, un focus sur l'IC Énergie, c'est-à-dire c'est effectivement l'empreinte carbone des énergies, de l'énergie utilisée par le bâtiment sur 50 ans, c'est-à-dire combien d'émissions pour se chauffer, pour faire l'eau chaude sanitaire, pour s'éclairer, pour faire la ventilation du bâtiment. Troisième objectif, assurer un confort d'été. Pour cela, nouvel indicateur qui remplace le TIC, c'était l'indicateur RT 2012 et voire RT 2005 avant, mais donc remplacé par un degré d'heure d'inconfort qui, lui, va comptabiliser le nombre d'heures effectivement où j'ai plus de 26 degrés dans le logement. Très en fonction de la localisation de votre bâtiment. C'est vraiment un sujet qui impacte beaucoup le sud de la France. Alors, celui qui est effectivement l'enjeu de cette RE 2020, c'est celui-ci de coefficient. Aujourd'hui, au quotidien, on a dit depuis 8 mois, quand je travaille sur des dossiers et que je vais à faire des propositions d'optimisation, c'est souvent lui qui est remis en cause. C'est le BBio. C'est-à-dire que c'est ce besoin bioclimatique, je vous ai dit, c'est un nombre de points. Le dénominateur, c'est la chape, c'est le nouveau dénominateur de l'ensemble des indicateurs de la RE 2020. Alors, ce n'est pas anodin qu'on ait fait disparaître la SRT, qui était notre dénominateur RT 2012, par cette nouvelle surface, la CHAB, tout simplement parce qu'elle vient reprendre le dénominateur des DPE. Quand on fait un DPE aujourd'hui, les consommations qu'on présente en mètres carrés, ce sont des mètres carrés de surface habitable. Donc, la RE 2020 a repris la surface habitable comme dénominateur. Et puis, pour info, la réglementation thermique française dans le neuf avait 5 postes de consommation. Le DPE dans l'existant n'avait que 3 postes. Eh bien, on a dit au DPE existant,
tu prendras 5 postes de consommation aussi. Donc, on a vraiment une corrélation entre la méthodologie de calcul de l'ancien et du neuf, parce qu'on va effectivement de plus en plus comparer les étiquettes énergétiques sur une place entre des bâtiments neufs et existants ou récents, en tous les cas. Donc, ça permet exactement d'avoir les mêmes méthodologies de calcul. Donc, ce BBio, il est fonction de l'orientation, de la compacité, du nombre de mètres carrés de surface vitrée, des masques proches ou lointains, de la valeur d'étanchéité à l'air aussi que vous prenez dans votre bâtiment, de la compacité. Tout ça nous donne un nombre de points. C'est-à-dire que quand j'évoquais que les principales optimisations aujourd'hui qu'on fait sur les études thermiques maison individuelle, c'est sur le BBio, je ne fais pas de changement, c'est-à-dire qu'un changement de pompe à chaleur, un emplacement de ballon hors ou dans le volume habitable n'impacte pas ce coefficient. J'ai des constructeurs ou des promoteurs des fois qui me disent « mais si je change de marque de pompe à chaleur, est-ce que du coup je vais me regagner des points sur le BBio ?» Non, le BBio, ça va vraiment être en amont, la conception du bâtiment, et c'est celui qui est remis en cause de façon générale sur nos calculs. Ensuite, une fois que j'ai calculé mon BBio, eh bien, je vais intégrer les performances du générateur chauffage et eau chaude, donc c'est rendement, et je vais retrouver mon CEP, donc mes kilowatts d'énergie par mètre carré par an. Et là, je retrouve donc mes 5 poches, chauffage, eau chaude, refroidissement, éclairage et auxiliaire. Voilà, on retrouve aujourd'hui dans le classement de l'étiquette énergétique, nouvelle version du 1er juillet 2021. Voilà. Le CEP non renouvelable, nouveau coefficient, je calcule les kilowatts d'énergie qui ne sont pas issus de l'énergie renouvelable. Donc, effectivement, si j'utilise de l'effet Joule, dans la solution, par exemple, pour la granulée effet Joule qu'on peut retrouver, le CEP non renouvelable peut être effectivement à la limite de la conformité ou effectivement, si j'ai beaucoup de pièces d'appoint que je veux chauffer avec des convecteurs. Donc, c'est surtout les énergies renouvelables qui sont mises en avant dans cette réglementation environnementale. Aujourd'hui, on a à peu près 90% des études qui sont sur des solutions pompe à chaleur RO ou RR, dans ces premiers calculs de consommation. Le volet carbone, c'est bien sûr lycée construction et lycée énergie. Sur lycée construction, comme je vous expliquais, je vais tenir compte, en fait, je récupère les DQE, les quantitatifs qui sont calculés en amont de la vente du bien. Et puis, je vais intégrer pour chaque quantité, je vais lui appliquer le nombre de renouvellements du produit sur cette durée d'analyse de cycle de vie de 50 ans. Et puis, je vais lui donner sa donnée environnementale, c'est-à-dire effectivement, pour un mètre carré de produit, combien je vais émettre d'émissions de gaz à effet de serre de la phase extraction des matières premières à la phase production, phase recyclage. Je le fais donc effectivement pour du cubage des fondations, comme j'évoquais, au réseau électrique, au raccordement entre la parcelle et le bâtiment. Voilà, donc c'est un travail qui est quand même assez long de saisie de données, assez complexe puisqu'en fait, aujourd'hui, les fiches FDES ou fiches PEP, qui sont des fiches, alors FDES, que ce soit sur les produits d'isolation, fiches PEP plutôt à destination des produits liés aux équipements, ne sont pas assez en grand nombre. Et on aimerait effectivement qu'on porte beaucoup plus de fiches par les industriels. Certains produits, comme je n'ai pas les fiches industrielles, je suis obligée de prendre par défaut une fiche portée par un syndicat ou alors, au pire, la fiche ministérielle. Et autant vous dire qu'au moins, je vais avoir de précision par l'industriel, au plus, je vais avoir des fiches qui sont contraignantes. Le ministère va nous donner des kilos équivalents CO2 qui sont très contraignants pour un produit, si toutefois il n'y a pas eu de calcul fait par un syndicat ou un industriel. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui, donc autant vous dire que cette analyse de cycle de vie, aujourd'hui, elle est demandée au démarrage chantier. Donc, le BBio, lui, l'attestation BBio, toujours au permis de construire comme au dépôt de permis, comme on l'exigeait sous l'ART 2012. L'analyse de cycle de vie arrive, elle, au démarrage chantier. Voilà. Parce qu'on peut imaginer qu'entre la phase vente et la phase démarrage, on peut avoir des variantes de produits. Donc, c'est un moment où on va effectivement ouvrir le chantier qu'on remet l'empreinte carbone. Voilà. IC Construction, comment il va évoluer?
Alors, autant vous dire qu'en 2022, aujourd'hui, les indicateurs, vous les voyez, donc c'est 640 kg équivalent CO2 qui est modulable suivant différents paramètres, mais c'est une valeur qui est respectée. Toutes les analyses carbone qu'on réalise aujourd'hui sont conformes. Voilà, on est quand même à la limite de la conformité. Au seuil 2025, on a une diminution à peu près de 30%. Donc, pour cela, il nous faudra effectivement sortir de ces valeurs forfaitaires que vous voyez sur les lots 8 et 12, qui sont aujourd'hui des forfaits au mètre carré. Il faudra faire de la saisie beaucoup plus précise. On espère qu'effectivement, on ait un maximum de fiches industrielles qui soient enrichies dans la base Ignace pour pouvoir affiner ces calculs. Mais l'objectif 2025, à ce jour, quand j'étudie, avec le nombre de fiches que j'ai là, il n'est pas atteignable. Voilà. Il nous faudra monter en tous les cas en nombre d'éléments techniques. Sur cette IC énergie, qui est le deuxième indicateur sur le volet carbone, eh bien, tout simplement, quand aujourd'hui je modélise les maisons individuelles, on a cette valeur effectivement de 4 kg équivalent CO2 sur le chauffage qui rend impossible l'utilisation de la chaudière gaz. Toutefois, il m'arrive encore de passer des projets quand j'ai des dérogations par rapport à des projets d'aménagement qui ont été faits avant le 1er janvier 2022. Là, j'ai encore le cas parce que j'ai une dérogation sur l'IC énergie qui me permet de passer, mais on va arriver à la fin de cette possibilité de dérogation. Le collectif, si on peut en parler rapidement, on a une valeur de 14 qui permet aujourd'hui au collectif de continuer à utiliser l'énergie gaz. Toutefois, regardez qu'en 2025, ça va être effectivement une ambition très forte de réduire, donc de tirer le collectif sur l'énergie renouvelable ou alors de se raccorder un maximum aux réseaux de chaleur urbains qui sont existants. Voilà. L'indicateur qui, lui, est plus lié à l'objectif confort d'été de cette RE 2020, c'est celui-ci, le degré d'ordre d'inconfort. Dans le calcul du moteur qui a été conçu par le CSTB, on a intégré une période de canicule qui est celle de 2003. Et puis, à partir de là, la période en gros du 1er mai au 1er octobre, je vais comptabiliser le nombre d'heures que j'ai plus de 26 degrés. Si la maison, elle est au-dessus de 1250 degrés d'ordre d'inconfort, j'ai l'interdiction de construire cette maison sur le territoire français. Si je suis en dessous de 350 degrés d'ordre d'inconfort, pas d'impact sur le calcul. Et puis, si je me situe entre 350 et 1250 degrés d'ordre d'inconfort, eh bien là, je vais avoir une pénalisation forfaitaire de consommation de froid. Cet indicateur, il a 4 paramètres. Déjà, l'inertie du bâtiment. L'inertie du bâtiment, c'est-à-dire que si je construis une maison en maçonnerie courante ou si je construis en ossature bois, je ne vais pas avoir le nombre de degrés d'ordre d'inconfort. C'est-à-dire qu'on va plus pénaliser ce qui est considéré comme une inertie légère ou très légère. On va ensuite être impacté suivant l'orientation des vitrages, suivant les masques et le pilotage des occupants. Alors, c'est façon arbitraire, comment je vais vous expliquer le calcul, c'est que si j'ai 28 degrés pendant 3 heures dans mon logement, eh bien, entre 28 et 26, j'ai 2 degrés d'inconfort. Par 3, je vais donc avoir 6 degrés d'heure d'inconfort. Et ça, je le fais sur cette période, effectivement, 1er mai, 1er octobre. Sur donc, les indicateurs, je vous ai dit que c'était vraiment le bébio qui nous pénalisait. Je vais vous donner à peu près les résistances thermiques moyennes qu'on peut se constater suivant les parois. En RT 2012, sur la paroi de toiture, j'avais une résistance thermique moyenne de 7,5. Aujourd'hui, sur la RE 2020, je suis environ entre 9,5 et 10 de résistance thermique. Alors, tout simplement parce que c'est un poste, l'isolation toiture, qui fait partie des postes les moins coûteux. Donc, on a été chercher un maximum de performance sur cette paroi, mais on arrive à ce qu'on appelle à saturation, c'est-à-dire que voilà, on n'aura pas la peine d'aller voir un R égale 11, R égale 12, ça nous donnera 0,2 ou 0,3 points de B-bio. Il n'y a plus d'intérêt à aller renforcer cette toiture dans les années à venir sur les seuils 2025, 2028, 2031. La paroi mur, elle, a connu un effort. On est passé de 3,7 à 4,7. Alors, comment ça s'est transcrit? Soit effectivement, le professionnel a opté pour changer de maçonnerie et passer d'une maçonnerie aglo à une maçonnerie performante R égale 1. Alors, comme ça peut être brique, aglo rectifié, béton cellulaire. Voilà.
Ou alors, il a gardé sa structure maçonnée qu'il connaissait et il a augmenté son épaisseur de doublage, hein. Donc, en fait, il y a une résistance thermique totale. À nous, chacun, d'opter sur soit la structure, soit l'isolant. Au niveau des sols, c'est le paramètre qui a été le plus impacté dans l'ère 2020, puisqu'on est passé d'un R moyen de 3,5 à un R de 5,5, d'où l'arrivée, par exemple, de solutions dites duo, c'est-à-dire l'association d'un ourdi polystyrène et d'un isolant rapporté sous chape. Voilà. Autant vous dire que de toute façon, avec la loi Elan et puis au niveau des sols, hein, l'étude de sol, déjà, on rencontre très peu de terre-plein actuellement, et puis aussi la difficulté du foncier. Donc, on est énormément en vide sanitaire. C'est le plancher qui est le plus fréquent trouvé. Et donc, sur le plancher vide sanitaire, l'association duo se permet bien, c'est-à-dire qu'au lieu de poser un ourdi béton ou ourdi léger, on va mettre un ourdi avec déjà un pouvoir isolant, et puis on va rassocier une chape, un isolant rapporté sous chape derrière. Voilà. Donc, c'est à peu près les résistances thermiques aujourd'hui qu'on peut constater en moyenne sur nos études. Au niveau des statistiques sur les indicateurs, le BBio, vous voyez, il n'a que 3% de marge en moyenne, c'est-à-dire qu'on est tout le temps, on flirte avec la limite à la conformité. Alors, ça aussi, ça vaut parce que aujourd'hui, la surface habitable moyenne de la maison individuelle en neuf est en perpétuelle augmentation. On a des surfaces sur nos études, là aujourd'hui en ce moment, à peu près à 116 mètres carrés. C'est de plus en plus important. C'est un petit peu dommage parce qu'en fait, on a perdu le primo-accédant. Mais ça, je ne vais pas faire toute une analyse du marché de la maison individuelle. Mais aujourd'hui, entre les problèmes de foncier, les problèmes d'augmentation de matières premières, le surcoût de la RE 2020, les organismes bancaires qui sont très frileux de prêter avec ce nouveau taux d'usure, fait que la maison individuelle neuve est devenue un marché élitiste. Voilà. Je ne vous cacherai pas qu'aujourd'hui, un 80-90 mètres carrés restent des projets de maison qui sont très isolés. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on est sur des projets aujourd'hui avec des grandes surfaces vitrées, avec des problèmes de compacité. Et vous allez le voir dans les exemples, ça peut poser problème justement parce que ça va être le BBio qui va être énormément impacté sur ce côté de conception un petit peu architecturale, si on peut dire. Le CEP, il est à 35% de gain par rapport au niveau réglementaire. Je n'ai pas de problématique sur les équipements. Le CEP non renouvelable, il est à 15%. Ça veut dire qu'avec la domination du pouvoir de ces générateurs pompe à chaleur RR ou RO, on a des COP aujourd'hui qui sont de plus en plus importants et performants. Ben, on a une marge sur le CEP max. Donc, on n'a pas de problématique aujourd'hui sur les équipements qui constituent la maison individuelle. Alors, je vous ai proposé quelques types de maisons. Donc, voilà une étude thermique avec un BBio à 72,5 pour 73,4. Donc, 1% de gain de BBio. Hein, je vous disais, on a à peu près à 3% en moyenne. On a un CEP, par contre, qui est tout de suite à 35% de gain. Et puis, un CEP non renouvelable qui est à 11%. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu l'impact d'un problème de compacité. Je me retrouve avec un garage intégré. Donc, effectivement, le sol de la chambre 3 va être une surface déperditite en plus. C'est ce type de projet que j'arrive aujourd'hui à passer en optimisation, comme j'évoquais. C'est-à-dire qu'on a un descriptif de base qui est construit avec le professionnel. Et puis, tout de suite, on va vendre une maison avec un garage intégré. Bon, on va devoir compenser. C'est un nombre de points. Il n'y a pas de garde-fou par paroi. Donc, je vais rajouter un problème de compacité sur ma maison. Et ben, je vais aller pousser une paroi isolante. Ça peut être tout simplement ici, par rapport à ce problème de compacité, 2 cm de plus dans les doublages. Autre projet ici, on est sur une maison en R+1, 135 mètres carrés. Vous voyez, BBio, toujours 67,3 pour 67,5. Donc, je suis à la limite de la conformité. Cette maison, en fait, la surface déperditives la plus importante, 44% de ces surfaces déperditives, c'est les murs. Donc là, clairement, c'est un des curseurs qu'on va augmenter pour pouvoir permettre la conformité de la maison sous la RE 2020. Alors, vous allez retrouver sur nos études, donc ça, c'est un visuel de nos études thermiques, vous allez retrouver les 3 points de vigilance que j'avais déjà évoqués lors de ma première intervention, c'est-à-dire le survitrage. Je suis sur une maison ici qui a 25% de survitrage.
Donc, effectivement, hein, on sait que l'objectif aujourd'hui, c'est d'être à 1/6 de la surface habitable. C'est une exigence de moyens de la RE 2020, comme ça l'était déjà sous la RE 2012. Mais on va essayer de ne pas s'envoler sur cette surface déperditive parce que sinon, effectivement, bah, je vais pénaliser mon bébio, hein. Tout simplement, où je vais avoir de la surface vitrée, même si je fais des UW de menuiserie de 1,3, voire 1,2 maintenant avec l'arrivée du vitrage éclase, bah, malgré tout, j'aurais dû avoir un mur avec une performance de 0,2. Donc, on est pratiquement 6-7 fois plus déperditif par la surface vitrée. Et même annualisé avec les apports solaires, c'est toujours pénalisant. Donc, ce qu'on traduit dans cette réglementation environnementale, et vraiment les professionnels sont très sensibilisés, c'est les maisons avec des gros pourcentages de survitrage sont très pénalisées. Voilà. Et pour se permettre d'avoir ce survitrage, eh ben, il va falloir compenser sur d'autres parois, donc finalement être impacté sur un prix au mètre carré. Voilà. Donc, bah, après, c'est du bon sens aussi. J'aime bien rappeler un petit peu comment on concevait nos maisons avant, hein, mais nos grands-parents, nos parents n'avaient pas des maisons avec des baies de 4 mètres par 2,50 m. Alors, c'est l'attente du marché, je l'entends. Toutefois, bah, ça peut être problématique sur un bébé. Voilà. Sur l'orientation, bah, c'est aussi un sujet. Vous allez retrouver donc le deuxième point de vigilance, je rappelle rapidement, c'est la compacité, hein. Donc, ça veut dire que c'est tout ce qui est porche, porte-à-faux, bah, chambre, garage intégré, voilà, va être problématique, ou angle rentrant, ou va être problématique et va impacter la compacité. Troisième point de vigilance aussi, c'est la répartition du vitrage, où effectivement une orientation est-ouest va être beaucoup plus favorable qu'une orientation nord-sud. Ce moteur de calcul aujourd'hui, il est vraiment très réactif et favorable sur le bébio au maximum si j'ai des ouvertures au sud. Alors vous allez me dire oui, mais ça joue sur le confort d'été, mais le DH n'est pas aussi pénalisant sur les survitrages au sud. Alors, pour information, regardez ces étiquettes énergétiques de maisons individuelles, même celle d'avant, je ne sais pas si elle était, voilà, ou celle d'après, on est sur des étiquettes énergétiques A. J'aime bien rappeler aux commerciaux de bien préciser qu'aujourd'hui, un client qui investit sur du neuf, il a la pérennité de son patrimoine immobilier puisqu'en fait, on est sur une classe énergétique qui est A. Alors, vous savez, je vais faire un parallèle sur le marché de la rénovation, mais qu'à partir effectivement du 1er janvier, on a des gels de loyers qui vont se faire sur les bâtiments F et G. On va avoir des obligations de faire des audits énergétiques sur des bâtiments pareils qui seront F et G, où il faudra chiffrer la partie travaux. Donc, clairement, il y a une ambition des pouvoirs publics de porter le parc existant à une valeur étiquette énergétique D d'ici 2034. Alors, c'est intéressant, hein, ça met aussi en parallèle le monde de l'automobile avec les vignettes critères, hein, où effectivement, on sait que dans quelques temps, en 2000, j'ai plus les dates, ça doit être 2035, on aura des métropoles où on aura l'interdiction de rouler avec des véhicules diesel. Bah, c'est la même chose sur la partie bâtiment, c'est-à-dire qu'en 2034, on devra mettre le parc existant sur l'étiquette D, avec toutes les problématiques que ça en compte, mais je laisserai Lina nous faire organiser une webinaire sur le sujet de la rénovation, parce que c'est encore un sujet qui est grandissant dans les années à venir. Donc, voilà, donc cette étiquette énergétique, elle est A, et vous voyez que l'étiquette, elle est couplée entre la consommation et l'empreinte carbone, hein, l'émission. Et en fait, avant, on avait une étiquette énergie qui était violette, qui nous représentait le climat, et on a fusionné les deux pour faire apparaître en fait la lettre et attribuer avec la valeur la plus défavorable. Voilà. Troisième exemple, ici on a une maison super qui est voilà, 150 mètres carrés, T4 de bain de WC. Alors regardez, sur vitrage 35%, compacité, bon, on n'en parle pas, hein, 3,3, une orientation qui est par contre pour le coup plutôt favorable, mais effectivement, aujourd'hui, ça peut être une maison qui, au lieu d'être construite en agglo, va être construite en brique la plus performante, 1,50, et puis avec un système duo, qui est le plus performant qu'on peut trouver, avec un UP19 en ourdi polystyrène et 10 cm de TMS. Voilà, donc ça, c'est vraiment typiquement, aujourd'hui, pour vous dire, notre problématique RE, c'est la compacité, l'orientation, vraiment la conception de cette maison qui va donner un descriptif. J'ai certaines fois des clients qui me demandent, pouvez-vous me donner une carte d'identité de l'isolation RE 2020 ? Ben non, vous voyez, je vous ai montré 3 dossiers différents, 3 types d'isolation différentes, parce que ça va être vraiment
le coup de crayon, comment on va se positionner sur ce terrain qui va nous donner eh bien, le descriptif technique et l'épaisseur des isolants. Sur l'empreinte carbone, je vous extrais une étude d'analyse de cycle de vie, enfin un bilan sur une des études. Alors, vous voyez, la marge, elle est de 0,3 sur lycée construction. Je n'ai pas énormément de marge aujourd'hui sur mon analyse carbone parce que il me manque énormément d'éléments techniques, en tous les cas sur les fiches FDES, qui me contraint à ne pas utiliser de fiches industrielles, mais aller chercher des fiches par défaut. Vous retrouvez très rapidement les lots qui sont les plus contraignants. Alors, celui qui est en bleu, le CVC, qui est effectivement une valeur par défaut aujourd'hui, qui concerne tout ce qui est lié au chauffage, ventilation, refroidissement et eau chaude. Et puis, tout ce qui est lié aux superstructures, le lot 3, qui est lié tout simplement au béton, ou le lot 2, fondation, qui effectivement, dès qu'on parle béton, l'analyse de cycle de vie, elle vire en rouge, en tous les cas, par rapport à l'émission de gaz à effet de serre. Il faut savoir qu'on rentre les revêtements de sol, les peintures, les plaintes, enfin voilà, tous les éléments qui constituent le bâtiment. La perméabilité à l'air, on va rester exactement sur le niveau RT 2012, c'est-à-dire qu'on a une valeur de 0,6 m3 par heure et par mètre carré. C'est une valeur qui n'a pas bougé. Et si elle n'a pas bougé, c'est qu'il y a quelque chose qui est toujours en lien dans le bâtiment, et ça vaut pour le neuf ou l'existant, c'est que l'étanchéité à l'air est toujours liée à la ventilation du bâtiment. La première chose qu'on fait pour information quand on fait une rénovation et qu'on va retravailler les menuiseries ou l'isolation par l'extérieur, eh bien, on va s'assurer de la présence d'un système de ventilation dans la maison. Ici, cette perméabilité à l'air, elle est restée à 0,6 parce qu'on veut déjà s'assurer que la ventilation, elle va fonctionner. Mais aujourd'hui, par la profession, je n'ai pas une étude thermique qui sort avec une valeur de 0,6. On va sur des valeurs qui sont à peu près de 0,4 ou 0,3, 0,4 sur la maison à étage et 0,3 sur la maison de plein pied, parce que de travailler l'étanchéité à l'air va nous faire gagner 4-5 points de B-bio. Et ces 4-5 points de B-bio, je l'ai mis, en fait, cette qualité de réalisation qu'on arrive à faire sur les chantiers me permet une souplesse dans la conception, de m'autoriser un survitrage ou voilà, une mauvaise orientation par rapport à un terrain. Voilà, donc aujourd'hui, réglementairement, on a cet objectif de résultat à 0,6, mais honnêtement, on est sur des niveaux sur le terrain qui sont plus proches des 0,3 et des 0,4. Alors, je vous ai dit, et c'est le gros enjeu, quand on a préparé cette visio, on m'a demandé c'est quoi le retour effectivement sur les 8 mois d'application. Je dirais que la réglementation environnementale, en tous les cas, sur la partie ingénierie, elle est maîtrisée. Sur la partie commerciale et conception des maisons, on s'est rendu compte des points de vigilance, on arrive à le maîtriser. Maintenant, ces maisons, elles sont arrivées en phase chantier, donc en ouverture à peu près en juin-juillet. Et donc, elles vont arriver en phase de réception pour les premiers débuts d'année. Et il y a un sujet qui est très, très fort, c'est qu'à l'attestation finale de réception RE 2020, l'attestation d'achèvement, on va, en plus de l'étanchéité à l'air, contrôler un système, c'est la ventilation. Et la ventilation, aujourd'hui, 3 maisons sur 10 seulement sont conformes. Donc, il y a un vrai enjeu sur, en tous les cas, tous les professionnels qui sont autour de cette pose de ventilation, sur la conduite de travaux aussi en maison individuelle pour s'assurer que ces valeurs de pression qu'on va venir mesurer en phase finale, elles soient conformes. Parce que si on n'est pas conforme, il faudra être destructeur. C'est-à-dire qu'on va casser des colonnes, on va revenir parce qu'il faudra remettre en conformité. Et une fois qu'on est en phase réception, ça va être compliqué. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, les points de vigilance sur cette ventilation, c'est déjà l'obligation du plan de pose et du calcul de perte de charge. Alors ça, c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 sur les changements d'avis technique de ventilation hydro-réglable. Mais concrètement, j'ai encore aujourd'hui une maison sur 2 qui ne possède pas de plan de pose. Donc déjà, ça commence là. Le respect des avis techniques, le respect des avis techniques, c'est qu'effectivement, on ne variante pas les marques. On ne met pas de l'entrée d'air d'une marque et puis la bouche d'extraction d'une autre et la coupe d'une autre. Ça, on a vraiment sur un avis technique système. Les hauteurs de passage de transit, les positions des bouches d'extraction, l'accessibilité du groupe, l'accès à un point d'éclairage, l'accès à un chemin de passage au niveau de ce groupe. Tout ça, c'est des nouveautés. On a un protocole de mesure aujourd'hui
Ça, c'est pareil, je pourrais le fournir en éléments, en vous documentant et en transmettant à l'INA, mais on a tout le protocole de mesure. C'est énormément de points de contrôle. Et puis, si j'ai une non-conformité sur un point, bah, c'est l'ensemble du bâtiment qui est non conforme à la RE 2020. Donc ça, c'est voilà, rapidement quelques points de vigilance. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Tout simplement, on va en fait calculer pour chaque bouche le conduit, le longueur de conduit, pardon, le nombre de coudes à 45 et 90, ça va me donner une perte de charge. La perte de charge suivant l'ensemble des bouches. Sur une maison là que je viens de modéliser, que je vous présente, j'avais la bouche la plus défavorable qui était la cuisine, qui avait 125 pascal de perte de charge. Alors, des fois, c'est la cuisine, des fois, c'est le WC au rez-de-chaussée, hein, ça diffère suivant les projets. Et puis, ça, c'est effectivement la perte de charge du groupe à la bouche. Mais effectivement, il va falloir rajouter le rejet de toiture. Donc, du groupe au rejet de toiture, quel est l'impact? Et on se rend compte effectivement que le gros enjeu et vraiment le point de vigilance, c'est les rejets de toiture. Déjà, tout ce qui est rejet de toiture qui n'est pas 150, 160, c'est interdit à positionner en maison individuelle, hein, parce qu'en fait, on a des pertes de charge tellement importantes sur le rejet qu'on a l'ensemble de la maison qui n'a pas le débit aux bouches. Donc, c'est pour vous donner un exemple ici avec effectivement 6 rejets connus de grandes marques, et ben, on se rend compte que même si on a un plan de pose qui est fait correctement et qui a été optimisé, eh bien, si on variante le rejet de toiture, et ben, on remet en cause l'ensemble de la maison. Voilà, alors parce que effectivement, la pression disponible pour un caisson de ventilation, c'est à peu près, suivant un débit là, de 200 mètres cubes heure, c'est à peu près de 140 pascal. Et comment ils sont consommés, ces pertes de charge? Bah, une partie par la bouche, une partie par le réseau. Et puis, bah, quid de qu'est-ce qui reste sur la sortie toiture? Et ben, il ne nous reste pas grand-chose. Alors, autant aller chercher une sortie toiture qui nous perde le moins possible. Ici, vous retrouvez un plan de pose qu'on réalise chez Néoénergie. Donc, on va en fait réaliser le plan de pose avec le positionnement du groupe, des colonnes techniques, le positionnement des colonnes et des bouches d'extraction. On va fournir aux sous-traitants le calcul, la référence, le bon de commande, c'est-à-dire que la référence au code article du caisson des bouches d'extraction, le nombre linéique de gaines en 80, 125, 60 qu'il est prévu sur son chantier, et puis la marque et la référence exacte du rejet de toiture qui est préconisé par rapport au calcul. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas, Lina, si je te rends du coup. Merci beaucoup, Émilie. Alors, on n'a pas de questions encore dans le chat. N'hésitez pas tous. J'espère que ça marche. Vous pouvez même poser une petite question juste pour montrer que vous êtes là et que vous nous entendez, même si la question ne vient pas tout de suite. Moi, j'ai eu des questions en t'écoutant. Donc, Oui. je peux. D'accord. Enfin, moi, j'avais une, en fait, mais je pense que la réponse était assez évidente. Je voulais te poser quel était le corps de métier d'entreprise qui était le plus impacté par la nouvelle réglementation. Mais je pense que tu as répondu que c'est le lot CVC. Alors, oui, j'ai arrêté le partage, du coup, tout le monde me voit. Je ne savais pas si on me voyait ou pas pendant la présentation. Si, on t'a bien vu. OK. Aujourd'hui, le lot qui est le plus impacté, c'est la partie effectivement électricien, ventilation. Et en plus, je pense qu'ils n'ont pas été énormément informés. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a été énormément sur la partie qu'est-ce qu'on doit mettre dans ces bâtiments RE 2020, c'est-à-dire en termes d'isolant, en termes d'équipement, on a un petit peu laissé ce contrôle de la ventilation de côté, en se disant, bon, c'est comme si on prenait, ce sera le sujet qu'on verra après. Mais là, on est dans l'ouverture de chantier des maisons. Donc, c'est déjà, il faut, je ne sais pas si on a aujourd'hui des électriciens en visio, mais déjà, exiger d'avoir un plan de ventilation, hein, d'avoir ce calcul. Voilà, puisque je vous l'ai dit, il est obligatoire depuis 2018 dans tous les avis techniques. Quand on pose une hydro-réglable, on doit avoir ce calcul. Donc, exiger de l'avoir, ça c'est important. Et puis ensuite, effectivement, bien porter de la vigilance sur la marque du rejet, pas le varianter, parce que si on le variante,
on peut remettre en cause l'ensemble de la conformité. C'est pareil, des fois, j'ai des experts qui me disent « Oui, mais je l'ai déplacé seulement de 5 cm, la bouche d'extraction, de 50 cm. » Bah oui, mais même 50 cm, ça nécessite de remodéliser. Voilà, parce que si le test de la pression à la bouche, qui est un test très rapide, on va venir calculer le débit qui devait être attendu. Si on ne l'a pas, c'est une non-conformité globale de la RE 2020. Donc, voilà, c'est très important. Je fournirai le protocole, la checklist des opérateurs mesureurs qu'ils ont, parce qu'en fait, il y a plein de points techniques qui ont été rajoutés. Je parlais effectivement de ce chemin d'accès au niveau des combles pour accéder au groupe, le point d'éclairage, tout ça, on ne le voyait pas honnêtement en maison individuelle. Donc ça, c'est aussi en fait, hormis la mesure, il y a aussi des points en plus dans l'installation d'une ventilation. Est-ce qu'on peut… j'ai des messages comme quoi ils n'arrivent pas à poser des questions. C'est très, très embêtant. Oui, apparemment, les questions-réponses sont désactivées et ce n'est pas possible de… Oui, mais confirmez-nous, vous qui nous regardez, confirmez-nous si vous pouvez, si on ne voit pas de questions, c'est-à-dire qu'il y a un problème chez nous. Oui, mais normalement, dans le chat, est-ce que quelqu'un qui nous écoute peut bien essayer de faire une question dans le chat? N'importe quoi, juste un petit texte, et puis je vais essayer de poser une question à Émilie en même temps. Moi, j'ai fait un coucou, mais ça passe. Oui, mais toi, tu es panéliste. Ok, je vais poser une question. Ah, j'ai quelqu'un qui lève une main que je vais essayer de permettre de parler. Mélodie, Ah, c'est Mélodie. Vous m'entendez? Oui. Ah mince, du coup, oui. Alors, du coup, ouais. Donc, je suis de la chambre de métier pour info. Et donc, il n'y a que l'onglet discussion qui est désactivé. On n'a pas l'onglet Q&R. Oui, mais donc, du coup, je vous invite à poser la question dans l'onglet questions. C'est grisé, c'est désactivé, en fait. Discussion aussi? Ouais. On voit, en fait, celle que vous mettez. Mais c'est tout. On ne peut pas cliquer dedans. Voilà. Bon, Émilie, je te laisse meubler un petit peu, comme ça je vais voir si je peux… Oui, alors non, mais après, je fais beaucoup de… Alors, aujourd'hui, je vois beaucoup les conducteurs de travaux, parce que sur la partie ventilation, avec les points d'autocontrôle, les former à la mesure, l'autocontrôle, ça c'est hyper important. Donc, l'utilisation de micronanomètres, d'anémomètres pour pouvoir faire des mesures avant que ce soit fermé. Et puis, j'ai vu beaucoup une profession qu'on m'avait cachée parce qu'on me disait tout le temps, Émilie, tu es trop technique, tu vas les embrouiller. C'est les commerciaux, c'est la conception. Parce qu'en fait, on se rend compte que s'ils maîtrisent ces orientations, ces 1/6, cette compacité, eh bien, ils vont pouvoir conditionner un prix au mètre carré vendu qui est acceptable par le marché. Le but, c'est de revenir quand même, de revoir notre primo-accédant revenir. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, avec un problème, si j'ai en face de moi un commercial qui n'est pas informé et qui part sur du survitrage, problème de compacité, je peux avoir 7-8 points de bébio. Donc, 7-8 points de bébio, c'est 2 cm dans les murs, c'est un ourdi polystyrène en plus dans le sol. C'est énormément d'éléments qui vont se rajouter au coût de la maison. Donc voilà, on voit beaucoup que la partie conception est venue se former auprès des bureaux d'études, ce qui était un petit peu nouveau. Après, sur les systèmes de chauffage qu'on rencontre, je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions. Alors, autant vous dire que la PAC RO, plancher chauffant hydraulique, est devenue un petit peu la solution entrée dans la maison individuelle. Alors, moi, ça fait 20 ans que je suis dans la thermique. Si on m'avait dit qu'en 2022, on ne vendrait que du plancher hydraulique, à l'époque, quand je voyais passer les devis, c'était inimaginable, en tout cas, de généraliser ce système dans la maison individuelle. Donc, c'est ce qu'on rencontre de façon fréquente. Je pense que ce sera temporaire. Je pense beaucoup au vecteur R, puisqu'aujourd'hui, en fait, du passage de la RT 2012 à la RE 2020, on a diminué les puissances à installer au mètre carré. Là, je suis à peu près à 40 watts au mètre carré installé sur une maison de 100 mètres carrés. Ça veut dire que j'ai 4000 watts à moins 10. Et là, pour le coup, combien de fois dans l'année sur notre région, on a moins 10? De moins en moins souvent. Donc, ça veut dire qu'à zéro, c'est une maison qui a besoin seulement de 3000 watts.
Donc, il va falloir aussi avoir des émetteurs qui soient réactifs, hein, ce qui n'est pas forcément le cas du plancher hydraulique. Donc, on voit bien qu'il y a une poussée du vecteur R aujourd'hui sur le vecteur R avec des solutions gainables, avec des solutions plénum chauffant rafraîchissant. Enfin, on a vraiment déjà une poussée du nombre d'offres par les industriels. Hein. Le gainable, c'est devenu finalement fréquent, quelle que soit la marque des industriels, ils l'ont au catalogue. Et puis, l'avantage du gainable, c'est qu'on a une précision de la régulation qui est assez précise, puisque sur des solutions gainables, on peut avoir 0,1 degré de précision. Donc, c'est-à-dire qu'on lui demande 20, il est capable de nous donner 20,1. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec un plancher hydraulique. On sait qu'avec un plancher hydraulique, on peut avoir à peu près 1,8 degré de variation de température, en tout cas ressentie. Je suis franchement désolée. Apparemment, on ne peut pas changer les paramètres pendant la discussion. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, pourquoi ça ne fonctionne pas. Par contre, ce que je vous invite, les participants, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à lever votre main avec la fonction lever la main. Comme ça, on activera votre microphone et vous pourrez poser la question en live. Donc, en attendant des petites mains qui se lèvent, moi j'avais une autre petite question, sans rentrer dans la technicité, mais est-ce que tu peux confirmer, Émilie, moi j'ai l'impression que ce soit pour l'impact carbone ou les exigences que tu as mentionnées concernant la perte de charge, etc., pour le système de ventilation, que c'est vraiment important pour l'entreprise, quel que soit son métier, de respecter plus précisément qu'avant les prescriptions du dossier de conception, qu'il faut vraiment faire attention en termes de variantes. Il faut faire attention en termes similaires. Déjà, sur un générateur ou dans les équipements, il n'y a pas de similaire, puisque en fait, une pompe à chaleur, c'est déterminé suivant un COP, suivant une puissance à absorber, suivant comme une certification des puissances d'auxiliaire, voilà, suivant un COP d'eau chaude. Enfin, il n'y a pas de similaire. Il n'y a pas de similaire. Où il peut y avoir des similaires, c'est si un client me dit je suis en laine de verre lambda de 32, je passe en polystyrène de lambda de 32. Voilà, oui, je vais être sur les mêmes résistances thermiques. Il n'y a pas de souci. Mais en tous les cas, dans la prescription, puis comme je suis à 0,2, des fois à 0,2% du BBio, il n'y a pas de similaire. Mais je dirais plus que la vigilance, Lina, c'est sur la conception. C'est-à-dire, mon client, il décide de changer de menuiserie. Il a une 1 par 1,25, il décide de passer en 1,20 par 1,25. C'est pas j'attends effectivement qu'on réceptionne la maison en me disant oui, bon, bah, ça va, c'est une cote. Non, c'est une modification d'étude thermique. C'est obligatoire. J'ai un changement, effectivement, j'agrandis ma maison d'1 centimètre ou je tourne un petit peu la maison. Tout repasse par moulinet par le moteur de calcul. Oui, donc il y a une vraie vigilance. J'ai beaucoup plus de versions d'études thermiques en RE 2020 qu'en RT 2012. Oui. Parce qu'en RT 2012, mes professionnels disaient ils regardaient l'étude, j'ai 10 points sur le BBio, 20 points sur le CEP, je modifierai l'étude en fin de construction, ça va passer et tout. Là, systématiquement, on sent que voilà, le moindre chose qui est impactée, souvent en post-map, j'arrive et je remouline le dossier complet. Est-ce que pour autant, une entreprise peut avoir un rôle de chercher des variantes positives? Je m'explique. Tu as dit tout à l'heure que pour l'instant, il manque des données environnementales spécifiques de la part des fournisseurs. Et pour cette raison, il faut utiliser des données par défaut. Est-ce que parfois, entre le temps de la conception et la phase chantier, il peut apparaître des données et que ça pourrait être intéressant pour une entreprise d'être un peu source de proposition? Oui, force de proposition qui s'informe un peu. Alors, je ne sais pas trop le public que j'ai en face de moi, mais il y a plusieurs sujets. Un, quand on présente le quid du biosourcé. Voilà, par exemple, le biosourcé aujourd'hui n'est pas devenu obligatoire dans la conception du bâtiment. Vous voyez bien sur ce premier niveau 2022. Toutefois, on sent bien qu'en 2025, il va falloir qu'on s'appuie de plus en plus, qu'on ait une part de biosourcé dans ces bâtiments parce qu'il va falloir verdir cette empreinte carbone. Donc, aujourd'hui, une entreprise peut très bien devancer en travaillant avec ces produits. Déjà, ça lui donnera l'image d'une entreprise qui devance un petit peu
le côté réglementaire. Donc, oui, moi, j'invite fortement et les vendre à la rigueur en option et d'amener ce sujet. Quand on voit l'évolution de l'alimentation bio en France, on peut aussi, donc, quand je dis l'alimentation bio, c'est-à-dire l'image que ça a eue au grand public, on peut se poser la question aussi que sur l'isolation de la maison, le Français voudra qu'il y ait une part dans son projet immobilier avec du biosourcé. Un autre sujet aussi qui est grandissant vraiment, et là je travaille déjà sur des offres, c'est l'autoconsommation, parce que effectivement, quand on regarde la mobilité électrique aujourd'hui et le marché de l'automobile, un prospect, le futur acquéreur d'une maison neuve, il aura envie de continuer la mobilité électrique dans sa maison. Donc, comment on se positionne pour pouvoir faire de l'autoconsommation? D'accord. On a une question, une main levée. Thierry Meunier, vous avez la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonjour à tous déjà. Merci pour cette intervention. Je voudrais revenir sur un point, c'est que depuis le début de l'intervention, on a parlé beaucoup technique. Par contre, on a complètement négligé le bien-être du client, quoi. Le client, on n'en parle pas. Moi, je suis installateur. Aujourd'hui, je suis confronté tous les jours donc, aux besoins des clients, quoi. Et dans la démonstration, j'ai entendu on ne peut pas augmenter la surface d'une baie vitrée, le vecteur R est le meilleur pour respecter le baie bio. J'entends tout ça. Mais à un moment donné, est-ce que le client est prêt à accepter et à entendre tout ça, quoi? Et moi, j'en suis pas sûr. Et en tant que professionnel et en tant que client également, moi, je ne vais pas dans ce sens-là, quoi. Alors, premier point, le vecteur R améliore le B-bio. Non, j'ai dit le B-bio, c'est un coefficient de bâti, donc vous pouvez mettre n'importe quel équipement, il n'intervient pas sur le B-bio. Hein? Alors qu'est-ce que, lorsque vous parlez effectivement du maintien de température par rapport à un plancher chauffant où vous parlez de l'inertie, par exemple, ça, c'est pour répondre au bien-être d'un client. Je m'explique. Pourquoi je parle aujourd'hui de dire attention, moi j'ai une réglementation, on pourrait partir en plancher chauffant hydraulique, faire toutes les maisons, c'est conforme au CEP. Toutefois, je dis, même si mon niveau réglementaire et mon calcul il est bon, attention, messieurs, dames, parce qu'on va avoir un système plancher chauffant qui va avoir de l'inertie. Et on réduit aujourd'hui nos puissances installées. Donc, il nous faut des émetteurs réactifs. On peut conserver un plancher chauffant en mettant des thermostats très, très performants qui permettent de justement compenser le problème d'inertie. Mais le vecteur R va nous donner aujourd'hui quelque chose de très précis. Et vous parlez du bien-être des gens. Eh bien, le bien-être des gens, c'est surtout la mi-saison. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, avec souvent des solutions avec des émetteurs qui ont justement une forte inertie, eh bien, on va créer de l'inconfort en mi-saison. Alors, après, sur votre sujet, le bien-être… Je ne sais pas ce qui vous permet de dire ça. Vous avez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez 20 ans d'expérience effectivement dans le métier. Moi, j'en ai 35, quoi. Aujourd'hui, je peux vous dire que la maîtrise de la température en mi-saison avec un plancher chauffant, ça ne pose pas de problème, c'est le premier point. Et deuxièmement, vous négligez effectivement dans le constat d'une solution R, l'inconfort que ça peut représenter pour le client et la surconsommation parce qu'on va chauffer un volume et non pas avoir un rayonnement. Et d'autre part, donc, le fait d'avoir un courant d'air, et je pense que ça, tout le monde l'a vécu, va créer un inconfort et obliger à augmenter la température de l'ambiance pour pallier à cet inconfort de ventilation, quoi. Alors, le sujet, c'est RE 2020, les maisons qu'on construit maintenant. L'histoire, le plancher chauffant hydraulique sur des maisons de 1980 ou 90, ça varie différemment. Hein. Là, on revient sur les maisons individuelles qu'on construit aujourd'hui et leur comportement à 40 watts au mètre carré. Hein. Donc, oui. C'est pas la peine de comparer ce qu'on a construit et le mode de fonctionnement de ce qu'on a construit, ça n'a rien à voir. Par rapport au courant d'air, je ne sais pas de quel émetteur vous faites mention,
Moi, je parle de solutions gainables aujourd'hui, qui sont des solutions où on travaille l'effet Coanda par rapport justement au vecteur R. Je ne parle pas d'un split qui fait du on-off. Hein. Vous voyez, il faut coller avec les produits aujourd'hui qu'on a collés à cette réglementation environnementale, hein, qui n'a rien à voir avec des produits qu'on peut poser dans l'existant et dans la rénovation. Ok, très bien. Merci pour cette réponse. On va s'arrêter là. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer, poser des questions? Moi, je vais en profiter pour poser peut-être une dernière question, s'il n'y en a pas d'autres. Je voulais savoir, de ce que j'ai compris, tu parlais d'une attestation de fin de chantier tout à l'heure, qui est due dans le cadre de la RE 2020 et qu'il faut respecter l'étanchéité à l'air de l'enveloppe, il faut respecter les débits de ventilation. Oui. Est-ce que le contenu carbone de la construction, est-ce que l'entreprise a quelque chose à faire à ce niveau-là, en fin de chantier? On doit justifier des quantitatifs qui sont pris en compte dans l'empreinte carbone. Donc, effectivement, on va venir rechecker si les données de départ qui ont été faites à l'ouverture chantier, on a bien les mêmes cubages béton, les mêmes quantitatifs d'isolants, de matériaux utilisés. Et donc, en fait, l'opérateur mesureur va en fait, celui qui va réaliser le contrôle final, il va checker le test de perméabilité, le contrôle de ventilation, l'analyse de cycle de vie et la correspondance des produits liés à la thermique qui est en phase avec l'étude de démarrage chantier, l'étude thermique initiale. Et d'un point de vue données carbone, en complément des quantités, c'est aussi une responsabilité de l'entreprise de les fournir, les fameuses fiches? Non, parce que là, c'est l'ingénierie du bâtiment qui va faire l'empreinte carbone. Donc, c'est nous qui allons choisir la fiche FDES appropriée à la déclaration du professionnel. D'accord. Il n'a pas à fournir les fiches FDES ou à faire une quelconque recherche. À part pour lui, s'il veut mettre en avant, par exemple, un choix de produit biosourcé par rapport à un autre et en portant justement sur cette partie carbone l'impact. Oui. Et ça peut s'il n'y a pas d'autres questions, ça permet de faire un mot de clôture à ce niveau-là, que la RE 2020 est en fait favorable pour les matériaux biosourcés qui ont un plus faible impact carbone. Et je vais militer pour mon petit dada à moi, le réemploi, parce que tous les matériaux réemployés dans le bâtiment ont un impact zéro. Et moi, je vais conclure sur quelque chose qui est quand même assez positif de cette RE 2020. Cette RE 2020, du coup, a forcé les industriels à verdir leur production. Je vais donner plein d'exemples aujourd'hui dans les menuiseries PVC. La menuiserie brute qui sort d'usine est faite à 75% de produits recyclés. Les entrevous qu'on a au niveau des planchers sont faits avec du recyclage de bouteilles d'eau. Aujourd'hui, on a des fabricants de briques qui sont jamais posé la question, mais qui aujourd'hui utilisent la chaleur du four pour réinjecter sur une usine. Donc, en créant cette réglementation environnementale et cette compétition sur la donnée FDES, on va challenger les industriels entre eux et on va remettre tout simplement du bon sens dans le mode de construction. Et je pense que ce qui va arriver très rapidement, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. On en parle beaucoup, mais effectivement, ça va prendre tout son sens. Voilà. Et moi, je vois de plus en plus de nouveaux produits, de la paille de riz, des choses comme ça. On voit aujourd'hui qu'on a justement, et puis peut-être aussi l'effet Covid et le Made in France qui poussent derrière. Mais en tous les cas, on a énormément d'initiatives qui sont faites et qui nous montrent qui arrivent avec des fiches FDES très pertinentes. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment une prise en compte quand même aussi des industriels, même si je les taquine parce qu'on n'a pas assez de fiches FDES, qui font aussi avancer. Il semblerait qu'on n'a pas de questions. Je suis franchement désolée. Je m'excuse auprès de tous les participants de cette impossibilité de poser des questions. Ce que je peux vous proposer, c'est si vous avez des questions précises, de me les envoyer par mail. Et comme ça, vous pouvez avoir votre réponse. Du coup, je vais reprendre la parole. Je vais essayer de partager. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Oui. Oui, c'est bon.
C'est bon, parfait. Donc, du coup, juste pour dire quelques derniers mots, pour aller plus loin. On l'a plus, Lina. Comment? On n'a plus ton écran, Lina. Décidément, c'est le soir où tout va bien. Moi, je vous vois bien. Si je fais comme ça, c'est bon là ou pas? Top, parfait. OK. Donc, j'ai identifié quelques ressources pour aller plus loin. D'une part, le pôle énergie a publié cet été une revue Pollen thématique qui parle de la RE 2020 avec aussi des témoignages d'acteurs locaux comme Émilie Lachaud qui intervient ce soir. Et aussi, si vous avez moindre question, en fait, il y a un site qui s'appelle RTRE Bâtiment. C'est le site officiel du ministère de la Transition énergétique. Et là, il y a des tas d'outils d'accompagnement. Vous avez aussi dans cette fameuse revue du pôle énergie d'autres ressources qui sont identifiées. Et je vais aussi annoncer les prochains événements. En fait, on fait cet automne une série de 4 événements en partenariat avec la CMA. Donc aujourd'hui, on a fait un rendez-vous sur la RE 2020. Le prochain, c'est le 11 octobre à Préval, donc à Pontarlier, sur les déchets de chantier, qui comprend aussi une visite du site du Préval dans le 25. Cet événement sera complété par un web rendez-vous pour ceux qui n'habitent pas proche de Pontarlier, le 16 novembre, avec à peu près le même contenu. Et ensuite, au mois de décembre, un web rendez-vous sur la qualité d'air intérieur et les métiers du bâtiment. On va parler colle, on va parler peinture, on va parler isolation, ventilation, un tas d'autres choses. Et avec ces mots, on a fini pour ce soir. Je vous remercie pour votre participation. Merci David, merci Émilie pour vos contributions ce soir. Et on va quitter nos participants en arrêtant le web rendez-vous. Je vous remercie et au rendez-vous pour nos prochains événements. Au revoir. Au revoir. Au revoir.